au dîner de fiançailles de ma cousine Tessa. Elle leva son verre, me regarda droit dans les yeux et dit. J'espère ne jamais finir comme elle, célibataire avec un enfant. La pièce éclata de rire. Pas un rire poli, un vrai rire franc et bruyant, comme si elle venait de faire la meilleure blague de la soirée. Mon oncle Reban tapa sur la table et ajouta. Les hommes ne veulent pas de marchandises d'occasion. C'est juste comme ça. Même ma propre mère laissa échapper un petit rire en attrapant son verre de vin. Je restais là, figé, le visage en feu, le cœur battant, essayant de faire comme si ça ne me touchait pas. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Dylan, le fiancé de Tessa, se leva. Il ne sourit pas. Il ne dit rien tout de suite. Il traversa lentement la pièce en marchant vers moi. Le rire s'éteignit. Les chaises cessèrent de bouger. Les fourchettes s'arrêtèrent à mi-chemin. Chaque personne dans la pièce se tourna pour regarder. Et puis Dylan dit. Je pense qu'il devrait savoir quelque chose. La pièce devint complètement silencieuse. J'avais reçu l'invitation un mois avant le dîner. Un carton crème, lettres dorées, résolument tapa accent grave l'œil. Rejoignez-nous pour célébrer les fiançailles de Tessa Rowan et Dylan Hart. Je l'avais fixée longtemps avant de la poser à côté d'une pile de factures impayées. Tessa et moi ne nous étions pas parlé depuis plus de 6 mois. Pas depuis qu'elle avait fait une blague à une baby shower, disant que je collectionnais les couches et les mauvaises décisions. J'avais ri à l'époque, pour éviter le conflit, mais ça m'était resté sur l'estomac comme une pierre. Je n'étais pas sûre de pouvoir supporter une soirée entière entourée de gens qui me regardaient encore comme une mise en garde pour adolescente. Alors que j'avais 32 ans, que j'élevais mon fils seul, que je travaillais à 2 emplois. Et que je faisais survivre notre petit appartement à coups de missions en freelance tard dans la nuit et de prière. J'ai failli ne pas y aller. Mais ma mère m'a appelé 3 fois la veille. Saria, souris un peu, mange un morceau, montre-toi. C'est juste une soirée. Elle ne l'a pas dit à voix haute, mais je savais ce qu'elle voulait dire. Ne fais pas de vagues. Ne mets personne mal à l'aise. Fonds-toi dans le décor. Alors j'ai mis ma plus jolie robe, qui datait de 2 ans et fermait à peine. J'ai emprunté des chaussures à ma voisine. J'ai laissé Milo choisir le collier que je porterais. Il a choisi un petit cœur en argent, en disant qu'il ressemblait au sien. Dès notre arrivée, je pouvais sentir la tension cachée derrière les compositions florales et les embrassades feintes. Le restaurant était chic, salle privée, lumière tamisée et musique douce, 20 coûteuses alignées comme des trophées. Tout le monde portait l'élégance comme une armure. Tessa flottait dans la pièce dans une robe en soie moulante et trop de parfum. Elle m'embrassa sur la joue comme si j'étais sa tante éloignée. « Je suis tellement contente que tu sois venue, dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu es venue avec quelqu'un ou juste Milo ?»« Juste Milo, répondis-je. »« Oh, fit-elle, puis elle se tourna pour saluer quelqu'un d'autre. Milo fut envoyé à la table des enfants avec un cahier de coloriage et des nuggets de poulet. Moi, on m'installa près du bout de la longue table drapée de blanc, entre ma mère et tante Valérie, qui passa les 10 premières minutes à me montrer des photos des costumes d'Halloween de son chien. Je balayai la table du regard. Mon oncle Reban, le père de Tessa, avait déjà 3 verres dans le nez. Ma mère avait l'air d'essayer de se rendre invisible depuis notre arrivée. De l'autre côté de la pièce, Dylan restait debout près du bar, parlant avec son frère cadet. Je remarquai qu'il vérifiait souvent son téléphone, que son sourire avait l'air forcé. Il était clair pour qui la pièce avait été décorée. Tessa rayonnait sous l'attention, maîtrisant la foule avec son charme bien rodé. Elle avait toujours su faire rire les gens. Quand les hors-d'œuvre furent servis, ma mère se pencha vers moi et murmura. « Garde juste la tête baissée. Tu es jolie. Jolie. Pas belle. Pas forte. Juste jolie. » Comme si c'était le plus grand compliment qu'elle pouvait me faire. J'ai hoché la tête. J'ai essayé de profiter du repas. J'ai essayé de respirer à travers les silences gênants et les regards appuyés de certains membres de la famille qui voyaient toujours mon fils comme une tache sur notre arbre généalogique. J'ai fait la conversation, ri quand il fallait, passer le beurre. Mais à l'intérieur, je retenais mon souffle. Je ne m'attendais pas à de la gentillesse, pas vraiment. Mais je ne m'attendais pas non plus à ce qui allait suivre. Quand le plat principal fut débarrassé et les verres remplis à nouveau, Tessa se leva. Elle leva sa coupe de champagne et tapa dessus avec sa fourchette. Elle attendit que tout le monde se taise. Je pensais qu'elle allait faire un toast classique. Amour, gratitude, quelques blagues gênantes sur les préparatifs du mariage. Je n'étais pas prête à entendre ce qu'elle allait vraiment dire.
Je n'étais pas prête au rire de la salle. Et je n'étais certainement pas prête à ce que Dylan ferait ensuite. Tessa tapa sur son verre avec une fourchette en argent et sourit comme si elle montait sur scène. Elle attendit que la pièce se taise, tous les regards tournés vers elle, s'imprégnant de l'attention comme si elle s'en nourrissait. Dylan était assis à côté d'elle, silencieux, les mains croisées. Je vis ses yeux se tourner un bref instant vers moi, puis revenir à la table. Il avait l'air fatigué. Tessa leva son verre. Merci à tous d'être là ce soir. Je n'arrive pas à croire que je vais épouser quelqu'un comme Dylan. Il est patient, intelligent, et surtout, il me supporte. Des rires parcoururent la pièce. Sa voix était fluide. Polie. Sûre d'elle. Mais vraiment, j'espère que notre mariage durera. Je n'aimerais pas finir comme certaines personnes. Elle tourna légèrement la tête vers moi. Juste assez. Il y eut une pause. Je veux dire, célibataire à 30 ans, avec un gosse. Elle éclata de rire. La salle explosa. Pas quelques rires gênés. De vrais rires. Ma tante s'essuya même les yeux. Reban frappa la table, suffoquant de rire avant même d'avoir parlé. Les hommes ne veulent pas de marchandises d'occasion, dit-il. C'est comme ça. On ne peut pas ramener une voiture cabossée et espérer le prix fort. Mon estomac se serra. Je regardai ma mère. Elle esquissa un faible sourire et attrapa son verre de vin. Je voulais disparaître. Je fixai mon assiette vide, les mains posées sur mes genoux, serrant ma serviette si fort qu'elle se froissa en un nœud. Je sentais tous les regards glisser vers moi. Pas assez longtemps pour qu'on appelle ça de la confrontation, juste assez pour confirmer la blague. J'étais la blague. Je pensais à Milo, juste à quelques mètres de là, dessinant joyeusement une fusée sur une serviette en papier. Il n'avait rien entendu. Il ne savait pas qu'il parlait de sa mère comme d'une robe d'occasion en solde. Tante Valérie se pencha vers moi et murmura. Oh chérie, elle ne pensait pas à mal. Tessa aime juste attirer l'attention. Ce n'était pas juste de l'attention. C'était du venin dans une flûte en cristal, servi avec le dessert. Je me redressai, refusant de leur laisser voir le moindre sursaut. Mes joues brûlaient, mon cœur battait si fort que j'entendais à peine la musique de fond. Je regardai Dylan à nouveau. Il fixait ses mains. Sa mâchoire était crispée. Il ne riait pas. Tessa continua comme si de rien n'était. Elle lança quelques autres blagues, cette fois sur le fait qu'elle avait forcé Dylan à se débarrasser de sa console de jeu et sur comment il ne survivrait jamais au mariage sans elle. Les rires furent plus faibles, cette fois. Quelques personnes semblaient mal à l'aise. Ma mère tripotait son bracelet. Personne ne dit rien. C'était ça, le pire. Personne ne dit rien. Il riait parce que c'était facile. Parce qu'il est plus facile de rire de la femme qui n'a pas fait les choses comme il faut. Celle qui a eu un bébé sans mari. Celle qui est venue seule. Celle qui ne souriait pas assez grand ou ne jouait pas le jeu. Je pensais à me lever. À attraper Milo, dire quelque chose de cinglant, et sortir. J'avais déjà les mots sur le bout de la langue, quelque chose comme. Au moins moi, j'ai élevé un être humain pendant que tu postais encore des photos en bikini pour qu'on te valide. Mais je ne dis rien. Je ravalais. Je restais là, laissant la chaleur me monter dans la poitrine et jusque dans les oreilles. Je pris une grande inspiration et me rappelai que ce n'était qu'une soirée. Que je rentrerais chez moi, coucherais Milo, et ne penserais plus jamais à ces gens-là. Puis Dylan se leva. Il ne dit rien au début. Il recula simplement sa chaise et fit le tour de la table. Tout le monde s'arrêta. Tessa cligna des yeux. Reban attrapa son verre. Ma mère fixait son giron. Dylan traversa toute la pièce jusqu'à moi. Le bruit dans la salle se figea, comme si tout l'oxygène avait disparu. Il me regarda. Puis regarda la table pleine de gens, la famille dans laquelle il allait se marier. Et alors il parla. Je pense qu'il devrait savoir quelque chose, dit-il. Personne ne bougea. Personne ne rit. À cet instant, tout changea. Les mots de Dylan tombèrent dans l'air comme une pierre dans de l'eau calme. Je pense qu'il devrait savoir quelque chose. La pièce ne devint pas seulement silencieuse. Elle se figea. Chaque tintement de couvert. Chaque rire nerveux. Chaque geste gelé. Ma cousine Tessa cligna des yeux, confuse. Incertaine de savoir si cela faisait partie d'un toast surprise qu'elle n'avait pas validé. Mon oncle Reban baissa son verre. Ma mère se tourna légèrement dans son siège, me regardant enfin, au lieu de regarder au-delà de moi. Je ne pouvais plus respirer.
Dylan se tenait juste à côté de moi, maintenant. Pas derrière moi. Pas à l'autre bout de la table. Juste à côté. Assez près pour que je voie sa mâchoire crispée. Je m'attendais à plus d'humiliation. Peut-être allait-il être d'accord avec eux. Peut-être s'apprêtait-il à dire quelque chose dont je ne me relèverais jamais. Il baissa les yeux vers moi, pas avec pitié. Pas avec honte. Mais avec autre chose. Quelque chose de solide. Puis il se tourna vers le reste de la pièce. Je ne pense pas pouvoir rester là sans rien dire, dit-il. Sa voix était calme mais nette. Pas forte, mais suffisamment ferme pour que personne n'ose l'interrompre. Tessa, dit-il en la regardant maintenant. Ce n'était pas juste une blague. C'était cruel. Elle ouvrit la bouche. Mais il leva la main. Il faut que je dise ça. Ses yeux balayèrent la pièce. Vous riez tous de Sia comme si c'était un échec. Comme si sa vie était un avertissement. Mais ce que vous ne savez pas, ce que vous refusez de voir, c'est qu'elle est la personne la plus forte dans cette pièce. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je sentais une vingtaine de regards braqués sur moi. Mais Dylan ne perdait pas sa concentration. Il continua. Il y a 2 ans, quand j'étais au plus bas, Sia m'a aidé. Pas juste avec des pistes d'emploi ou des encouragements, avec un vrai soutien. Elle m'a donné de son temps. De son énergie. De sa gentillesse. Alors que personne d'autre dans cette famille ne remarquait même que j'allais mal. Des gens commencèrent à bouger dans leur siège. Le sourire de Tessa avait disparu. Les mains de ma mère étaient fermement croisées sur ses genoux. Quand j'ai perdu mon job dans la tech, je suis tombée en dépression. J'ai commencé à trop boire. Tessa m'a dit de me ressaisir. Son père m'a dit d'arrêter d'être faible. Mais Sia, elle, prenait de mes nouvelles chaque semaine. Elle m'a aidé à remettre mon CV en ordre. Elle m'a mis en contact avec quelqu'un avec qui elle avait travaillé. Elle a même gardé ma nièce pendant que ma sœur se faisait opérer juste pour que je puisse aller à des entretiens. Elle n'a jamais rien demandé. Elle n'attendait aucune reconnaissance. Elle était simplement là. Il se tourna de nouveau vers moi. Tu ne me connaissais pas bien, mais tu as vu que je me noyais et tu m'as sorti de là. Ma gorge se serra. Pas de honte, cette fois. Mais d'incrédulité. Dylan se retourna vers la table. Alors quand vous riez d'elle. Quand vous la réduisez à un stéréotype. Quand vous agissez comme si elle était cassée ou usée ou peu importe l'horreur que Reban vient de dire. Ce n'est pas une figure abstraite que vous insultez. C'est la personne qui m'a aidé à me relever. C'est le genre de femme que j'aimerais voir plus souvent dans ce monde. Tessa se leva maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Je suis honnête, répondit Dylan. J'ai enduré beaucoup de sourires forcés et de compliments creux ce soir, mais je ne vais pas rester là à te regarder démolir quelqu'un de bien juste pour te mettre en valeur. Le visage de Tessa était dur. Tu essaies de m'humilier? Non, dit Dylan. Tu t'es humiliée toute seule. Quelques personnes baissèrent les yeux vers leur assiette. Le visage de mon oncle était rouge écarlate. Ma mère avait l'air de vouloir disparaître. Personne ne bougea. Personne ne dit un mot. Dylan me regarda de nouveau. Tu ne méritais pas ça. Rien de tout ça. Je voulais dire quelque chose. Merci. Ou peut-être ça va. Mais je n'y arrivais pas. Je me contentais de hocher la tête. C'était tout ce que je pouvais faire. Dans une pièce pleine de gens qui prétendaient m'aimer, Dylan fut le premier à réellement prendre ma défense. Pas en privé. Pas plus tard par message. Là. À ce moment précis. Quand ça comptait. L'air avait changé. L'histoire aussi. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me recroquevillais pas sur ma chaise. Personne ne bougea. La pièce resta suspendue dans ce silence lourd et insupportable après les mots de Dylan. Je pouvais entendre le bourdonnement des néons. Quelque part au loin, un serveur fit tomber un plateau. Personne ne rit. Personne n'osa. Tessa était toujours debout, fixant Dylan comme s'il l'avait giflé devant toute la famille. Ses joues étaient rouges, mais pas de honte. C'était de la rage. Pure et tranchante. Elle regarda autour de la table, cherchant quelqu'un pour la sauver, pour la soutenir, pour détourner les projecteurs. Mais personne ne dit un mot. L'oncle Reban se tortilla sur son siège, puis finit par marmonner. Il est juste émotif. Faut pas le prendre au sérieux. Dylan ne tourna même pas la tête. Il resta concentré sur la pièce. Vous voulez parler d'émotion?
Très bien. Parlons de ce que ça demande réellement d'élever un enfant seul. De cumuler 2 emplois. D'être présent pour quelqu'un même quand ce n'est pas pratique. Ce n'est pas de l'émotion. C'est de la force. Tessa croisa les bras. Tu es en train de dire que tu as des sentiments pour elle? Dylan la regarda comme s'il ne reconnaissait plus la personne devant lui. Je suis en train de dire que je l'admire. Que je la respecte. Et peut-être que si tu passais moins de temps à jouer la perfection et plus de temps à écouter, tu comprendrais pourquoi ça compte. Ces mots frappèrent plus fort que tout ce qu'il avait dit auparavant. Parce que ce n'était plus seulement à propos de moi. C'était à propos de vérité. De quelqu'un qui se levait dans une pièce remplie de gens ayant bâti leur estime de soi sur la hiérarchie et la cruauté polie. Et qui osait enfin nommer les choses telles qu'elles étaient. Ma mère ouvrit la bouche. Puis la referma. Elle me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Comme une reconnaissance. Peut-être qu'elle réalisait, enfin, qu'elle m'avait échappé aussi. Pendant des années, elle m'avait dit de me taire. De pardonner. De sourire malgré tout. Peut-être qu'elle voyait, pour la première fois, à quel point ce silence m'avait coûté. Je n'attendais pas d'excuses. Ni de Tessa. Ni de Reban. Pas même de ma mère. Je n'attendais pas la rédemption. Mais je pouvais sentir le basculement. Quelque chose s'était fissuré. Puis Dylan se tourna complètement vers moi. Il ne me toucha pas. Il ne prit pas ma main. Il resta simplement là, avec cette présence discrète qui ressemblait à une protection sans appropriation. Tu mérites mieux que ça, dit-il. Je croisai son regard. Je ne baissai pas les yeux. Pas cette fois. Je me levai lentement. Mes mains étaient maintenant stables. Je regardai la table et vis une pièce remplie de gens qui, depuis des années, m'avaient défini par la seule chose qu'ils désapprouvaient. Comme si un seul chapitre de ma vie avait effacé toutes les autres pages. Je vis Tessa, furieuse mais silencieuse. Je vis ma mère, enfin sans voix. Je vis Reban, tentant de s'en tirer avec une autre gorgée de vin. Et je ne ressentis aucune peur. Je me tournai vers Milo, toujours en train de dessiner des fusées à la table des enfants, épargnés par la tempête. Il leva les yeux et me sourit. Je lui rendis son sourire. On va y aller, dis-je, à personne en particulier. Je ne demandais pas la permission. Je me dirigeai vers Milo, l'aider à rassembler ses crayons, et ramasser le dessin qu'il avait fait. Une petite fusée volant vers un soleil aux rayons irréguliers. Il me le tendit comme si c'était de l'or. Tu t'es bien amusé, mon cœur, demandai-je. Il hocha la tête. On rentre à la maison? Oui, dis-je. On rentre. Dylan recula pour me laisser passer, mais il me fit un léger signe de tête quand je passai devant lui. Ce n'était pas un adieu. C'était un message, on t'a vu. Tu comptais. Tu avais raison de te tenir droite. En arrivant à la porte, je me retournai une dernière fois. Personne ne riait plus. Tessa était assise, raide, les lèvres serrées. Reban faisait défiler son téléphone comme si de rien n'était. Ma mère fixait son verre, les doigts tremblant juste un peu. Je n'avais pas besoin d'excuses. Je n'avais pas besoin d'approbation. J'avais dit la vérité simplement en existant, en ne me recroquevillant pas, en ne partant pas honteuse. Et Dylan avait défendu cette vérité, devant tout le monde. C'était suffisant. J'ouvris la porte, et Milo glissa sa main dans la mienne. Nous partîmes ensemble, stables, inébranlables. L'air de la nuit était différent dès que nous fûmes dehors. Pas plus froid, juste plus pur. Plus léger. Comme si le poids que je portais depuis des années s'était enfin envolé. Pas parce que quelqu'un me l'avait ôté. Mais parce que j'avais cessé de prétendre qu'il m'appartenait. Milo trottina un peu sur le trottoir, fredonnant en agitant son dessin comme un drapeau. Je le regardais, et pensais à ce qu'il m'avait fallu pour élever un enfant qui était encore joyeux. Encore plein de lumière, même quand sa mère avait traversé le feu pour préserver cette lumière. Avant, je voyais ma vie à travers le prisme de ce que j'avais perdu. La relation qui n'avait pas duré. La famille qui ne m'avait jamais comprise. La sécurité que j'avais sacrifiée en choisissant d'avoir un enfant seul. Pendant des années, j'avais laissé leur voix définir ma valeur. J'avais absorbé leur déception. J'avais porté leur jugement comme si c'était à moi de le réparer. Mais en sortant de cette pièce, main dans la main avec mon fils, je sentis quelque chose changer en moi. Pas de la colère. Pas de la fierté. Juste de la clarté. Il ne riait plus parce que quelqu'un avait enfin dit la vérité.
Pas l'histoire qu'ils avaient construite autour de moi, mais celle que j'avais réellement vécue. Je n'avais pas besoin d'un homme pour me valider. Je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille pour que ma vie soit réelle. J'avais besoin d'honnêteté. J'avais besoin que quelqu'un dise à haute voix que j'étais plus que la pire version de leurs suppositions. Dylan ne m'a pas réparé. Il ne m'a pas sauvé. Ce qu'il a fait est plus puissant, il m'a vu. Et en me voyant, il a obligé les autres à me voir aussi. Ce moment n'était pas seulement une défense. C'était une rupture. Avec ce cycle qui dit aux femmes qu'elles ne valent que si elles cochent toutes les cases. Avec ce système qui traite les mères seules d'égoïstes. Avec cette idée que la force est un échec quand elle ne vient pas accompagnée d'une bague. Ma mère m'a envoyé un message plus tard ce soir-là. Une seule phrase, je suis désolée. Ça n'a rien effacé, mais c'était déjà quelque chose. Une fissure dans le mur. Peut-être même un commencement. Tessa, elle, n'a pas cherché à me joindre. Je ne m'y attendais pas. Je n'ai pas besoin de ses excuses. Je ne mesure plus ma valeur à ce qu'elle pense de moi. Ce dont j'avais besoin, c'était exactement ce que je m'étais offert. La permission de quitter un lieu où l'on me diminuait, et d'en sortir entière. J'ai mis Milo au lit quand nous sommes rentrés. Il était fatigué, mais heureux. Il ne posa aucune question sur le dîner. Il ne demanda pas pourquoi j'avais l'air différente. Il s'est juste blotti dans ses couvertures et m'a dit qu'il m'aimait avant de fermer les yeux. Je me suis assise dans le salon, encore en robe, et j'ai laissé le silence s'installer. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais souhaité devenir invisible. Toutes les fois où j'avais tenté de me faire plus petite. Pour ne pas offenser, ne pas gêner, ne pas devenir le sujet de jugements murmurés. C'est terminé, tout ça. J'ai traversé assez d'épreuves seule pour savoir que je n'ai jamais à m'excuser d'avoir survécu. J'ai élevé un enfant gentil, curieux, aimant. J'ai construit une vie avec du cran, avec de la grâce. Et avec un cœur qui a continué de battre même quand j'avais l'impression que personne ne s'en souciait. Alors si quelqu'un essaie encore un jour de rire de tout cela, je ne me tairai pas. Je ne crierai pas. Je ne pleurerai pas. Je ferai exactement ce que j'ai fait ce soir-là. Je me lèverai. Je les regarderai droit dans les yeux. Et je sortirai main dans la main avec la seule chose qui prouve que j'ai déjà gagné. Pas parce que je suis parfaite, mais parce que je refuse d'abandonner. Si tu as déjà été celle dont on parlait derrière un sourire. Si tu t'es déjà sentie comme la cible d'une histoire qui n'a jamais été juste dès le départ. Je veux que tu saches une chose. Tu n'es pas un produit usé. Tu n'es pas abîmé. Tu n'es pas en retard. Tu es suffisante là, maintenant, telle que tu es. Et tu mérites d'être vue. Tant d'entre nous passent des années à se rapetisser. Pour entrer dans des pièces où nous n'étions jamais censés rester. Mais la guérison commence au moment où l'on cesse de s'excuser pour sa vérité. Si cette histoire a réveillé quelque chose en toi. Si elle t'a rappelé ta force, ta valeur. Ou un moment où tu t'es défendu. J'espère que tu en garderas la trace. Tu as le droit de prendre ta place. Tu as le droit de partir. Tu as le droit de recommencer. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, tu fais mieux que tu ne le crois. Si cette histoire t'a touché, mets un j'aime pour qu'elle puisse toucher d'autres personnes aussi. Laisse un commentaire ci-dessous et partage ton histoire, je les lis toutes. Abonne-toi à la chaîne pour plus d'histoires qui parlent au cœur. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification, pour ne jamais rater un moment qui pourrait bien changer la façon dont tu te vois. Et si quelqu'un dans ta vie a besoin d'entendre ça, partage-le. Tu ne sais jamais qui attend d'être enfin vu. Merci d'être là.